L'éco-conception, c'est la prise en compte de l'environnement dès la conception de produits et sur l'ensemble des étapes du cycle de vie. Qu'est-ce qu'on entend par étape des cycles de vie? C'est de l'extraction des matières premières, fabrication, utilisation, transport emballage, ça dépend comment vous l'organisez, et fin de vie. Ok, donc ça c'est la définition, on va dire, qu'on va retrouver au niveau international dans les normes. Mais dans l'application, elle aborde un deuxième point, c'est-à-dire que l'éco-conception, c'est une approche matricielle. Donc vous allez retrouver là de manière vraiment simplifiée. C'est une matrice que vous pouvez télécharger qui vous permet d'animer des petits groupes de travail sur les enjeux en entreprise. Donc on retrouve les différentes étapes du cycle de vie qui sont là. Mais surtout, il y a une partie enjeux environnementaux. Alors nous, en tant qu'experts, on ne va pas parler matériaux, type, quantité, origine, dangerosité ou consommation d'énergie, etc. C'est quelque chose de vraiment simplifié, ça c'est pour accompagner les entreprises. On parle plutôt de changement climatique, de trophisation, qu'est-ce qu'on peut avoir, écotoxicité, on parle plutôt d'impact, mais là on le simplifie. Donc c'est une approche vraiment, on va dire, matricielle. C'est aussi simple que ça. Quand vous savez ça, vous en savez autant que moi. Pour autant, juste de présenter ça, quand vous êtes en entreprise, c'est trop long. Ok, vous n'avez pas beaucoup de temps, etc. Moi, quand je présente l'éco-conception, je présente que le cycle de vie. C'est une approche sur le cycle de vie, c'est une approche sur la chaîne de valeur. C'est une approche, on verra, qui est rentable et dont les principales stratégies, c'est réduire à la source, optimiser l'usage et boucler les boucles. Voilà, c'est le discours, si on me demande de définir comme je disais avant, en speech rapide, un entrepreneur. Parce que la question, en fait, qu'on a discuté sur les différents ateliers, c'est qu'on a une cannibalisation des concepts auprès des entreprises. C'est-à-dire qu'on a... moi, je travaille beaucoup, je suis national, mais on travaille beaucoup en Auvergne-Rhône-Alpes, et comme ici, on a beaucoup d'actions, des actions sur l'énergie. Pour les entreprises, on a des actions sur les flux, on a ça. Sauf qu'à un moment donné, l'entreprise, elle a des besoins de performance globale sur le cycle de vie, et ça peut être un endroit ou un autre. Et le chef d'entreprise, en particulier PME, s'il n'y a pas quelqu'un qui est en charge de l'environnement, ce n'est pas un spécialiste qui comprend à tout ça. Donc à un moment donné, l'idée c'est de savoir, pour augmenter la performance, quel est l'outil que vous devez mettre en place qui est le plus adéquat. Et ensuite, peut-être que c'est l'éco-conception, peut-être que ça va être autre chose. En éco-conception, c'est que beaucoup d'entreprises travaillent sur la substitution de matériaux. Principale chose, ils disent mon problème, on en discute peut-être tout à l'heure, en début d'année, toutes les entreprises de retail au niveau international, alors que je dis retail, c'est Auchan, c'est tous ces groupes-là, ils sont tombés sur les entreprises françaises et internationales en disant maintenant on ne veut plus de plastique dans les emballages. Vous avez 3 mois pour le faire, sinon vous n'êtes plus en rayon. Ok, très bien. Comment je fais? Ils sont tous passés sur des solutions en carton. Pour autant, on n'a jamais essayé de comparer en disant est-ce que je réponds à la même fonction? Mais on ne s'est jamais posé la question de l'impact environnemental, est-ce qu'on va déplacer ou pas? C'est des grandes décisions à l'emporte-pièce. Et donc, il faut faire attention à ça. Et vous, quand vous allez avoir des entreprises, souvent, vous vous posez la question, est-ce qu'il vaut mieux un matériau ou un autre? L'autre chose, pour nous, il n'y a pas d'éco-matériaux. Et comme il n'y a pas de mauvais matériaux, ni d'éco-matériaux, il y a des matériaux, des usages. Le titane, effectivement, au kilogramme produit, c'est catastrophique. Pour autant, quand on est en avion, il vaut mieux mettre du titane que de l'aluminium, parce que la problématique, c'est le poids embarqué. Vous avez 2 grands types de produits. Vous avez des produits qui sont consommateurs en phase d'utilisation et d'autres qui ne sont pas consommateurs en phase d'utilisation. Et ça doit vous alerter. Quand on vous dit un jean, vous devez vous dire, est-ce qu'il est consommateur ou pas en phase d'utilisation? Si oui, ça veut dire que, sans doute, il faut que son principal impact sera lors de l'usage. S'il est non consommateur en phase d'utilisation, alors ce n'est pas que de l'énergie, ça peut être des matières ou autres. Je vais prendre la chaise sur laquelle vous êtes, ce qui n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a beaucoup de nettoyage en ce moment des chaises qui sont faits, mais on va dire qu'à part le coup de chiffon, normalement, il n'y a pas de consommation lors d'usage. On sait d'ores et déjà que la problématique elle va être sur les matériaux, le recyclage, éventuellement le transport, elle ne sera pas à cet endroit-là. Et la différence, c'est-à-dire quand on fait des études, des fois l'impact, vous prenez une voiture, l'impact, même si elle fait 1,5 tonne aujourd'hui la voiture, l'impact de l'usage il est gigantesque par rapport à l'ensemble des matières premières qui sont dedans. Je ne suis pas dans une voiture thermique, après on peut discuter, il y a d'autres solutions sur lesquelles, je pense à la voiture électrique, où c'est un peu moins vrai. On est obligé de réfléchir par unité de service. Alors quand j'explique ça aux industriels, quand je fais ça de manière très simplifiée, je leur dis voilà, une Formule 1 et un espace réseau, c'est 2 voitures.
pas le même usage. Ça n'a pas de sens de faire une analyse environnementale de l'un et l'autre. Il y en a une, c'est fait pour rouler à 200 ou 300 à l'heure pendant 2 heures, puis on la démonte après. Et l'espace Renault, c'est fait pour faire 250 km avec peut-être 6 ou je ne sais pas combien de personnes on peut embarquer dans le véhicule. Donc, et rouler à 100, 110 sur l'autoroute. Donc rien à voir. Donc d'abord, c'est des unités de référence qu'il faut créer. Donc d'ores et déjà, on servitise finalement le produit, c'est-à-dire à quoi il sert, et à ce moment-là, on peut y répondre. Donc j'ai toujours les étapes du cycle de vie, hein, matière première, filage, j'ai déjà tort, je ne me souviens plus. Merci. Tissage, ennoblissement, réalisation du produit, toutes les activités de finition. Vous connaissez, aujourd'hui les jeans, ils ont du vieillissement prématuré, on va dire. Utilisation et fin de vie. Et donc on voit bien que alors la genre du disque et la couleur elle est liée à des impacts environnementaux. On voit bien que sur la matière première, on a des problématiques d'eau, hein, consommation d'eau et pollution de l'eau, plus d'autres choses qui sont liées à la chimie qu'on avait identifiées. Et à l'usage, on a toutes les consommations d'énergie nécessaires, l'usage de produits de nettoyage, et puis les autres impacts qui sont liés à l'ensemble de ces consommations-là jusqu'aux déchets. Donc le principal impact, il va être plutôt ici, puis après, il va être là. Après, c'est gentil de dire ça, hein, quand vous dites ça à une entreprise. Moi, j'ai travaillé dans le produit de lessive. Comment on fait pour améliorer? Parce que moi, je peux faire la lessive la plus écologique du monde, néanmoins, c'est l'usage et la quantité qui sera utilisée. Donc comment je peux inclure la partie prenante utilisateur pour qu'ils choisissent la meilleure des lessives et qu'il la surdose pas ou d'autres choses. Ça, c'est le processus qui est défini de manière normative. Donc il y a 2 normes. Il y a une norme qui définit l'éco-conception au niveau international. Dites pas ça aux entreprises, ils s'en foutent. C'est l'IEC 62 300 et des brouettes, je me souviens même plus. C'est même pas un ISO. Et il y a une norme de management de mise en œuvre de l'éco-conception qui est la norme française, qui est la NFX 30264. Et on ne va pas peine de l'acheter, en fait elle décrit un processus et des étapes clés. Et on va voir que c'est super en lien avec les modes de financement de l'ADEME. C'est-à-dire que première étape, c'est identifier les enjeux, quels sont les enjeux de l'entreprise, en termes de marché, en termes de filière, en termes d'acteurs de la fin de vie, en termes de positionnement, le choix du produit. Ensuite, parce que vous avez des entreprises qui font différents produits. Une fois qu'on a fait ça, donc cet aspect stratégique, un peu leadership, il faut faire une évaluation environnementale de la situation de référence. Parce que si vous voulez améliorer, il faut savoir d'où on part. Et donc c'est là où on fait des analyses du cycle de vie. L'analyse de cycle de vie, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est les normes ISO 14040 et 44 qui définissent, on va dire, la manière de réaliser une ACV. Donc comment on établit les hypothèses, comment on établit les objectifs, comment on fait les règles de coupure, enfin je vous passe les détails, c'est un truc assez scientifique. Comment on fait le recueil de données d'inventaire, comment on transcrit les flux en impact, etc. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, une ACV sur un produit, il faut compter une vingtaine de jours conseil, donc c'est cher. Un logiciel d'ACV, ça coûte autour de 10 000 €, dont 4 000 sont pour l'achat de la base de données. Alors, on a la chance en France, ce n'est pas le cas partout, d'avoir une base de données gratuite, disponible, spécifique et qui est française, c'est-à-dire c'est des données qui sont issues de l'industrie française, qui sont mises à disposition par l'ADEME. Donc c'est la base de données Impact, donc vous tapez base Impact sur Internet et vous tomberez dessus. Mais la base de données en tant que telle, ça va nous aider nous en tant que centre de ressources. Pour une entreprise, il faut qu'il y ait un outil. Donc il est associé à un outil qui est gratuit aussi, qui s'appelle Bilan Produit. Bilan Produit de l'ADEME, qui va vous permettre aux entreprises de faire des évaluations et d'avoir une quantification sur 8 critères, 8 indicateurs d'impact. Sans les citer tous, c'est changement climatique, eutrophisation, ressources, écotox, tox, et il m'en manque 3, peu importe, enfin, je ne les connais pas par cœur. Donc les critères les plus robustes. Ça vous permet déjà de faire des premiers niveaux et d'identifier les principaux enjeux, mais il n'y a pas une précision super importante, mais ça marche dans 80% des cas. Un produit mécanique ou textile ou cuir, je passe dans le bilan produit, en général ça suffit. C'est des outils qui peuvent être transférés en entreprise, hein, en une demi-journée. S'il y a quelqu'un, un ingénieur qui est à peu près tête sur les pieds puis qui est intéressé, c'est transférable, il sait à peu près faire. Après, sur le marketing, vous avez marketing design, le bilan produit, ça ne marche pas. Hein. Donc il y a des outils plus simples. Alors je vous en donne un là. C'est une méthode européenne de caractérisation des données. Au lieu d'avoir des indicateurs d'impact, on n'a qu'une note. Donc on agrège. Donc on est encore moins précis.
Mais pour des gens qui sont en créa, etc., ils n'ont pas besoin d'avoir une granulométrie super importante. La question c'est, est-ce que j'ai plutôt orienté plastique, plutôt orienté bois, ce genre de choses. Et donc, vous avez des méthodes comme Ecolizer, ça c'est un outil qui a été fait par la région Flandre, où vous avez les matériaux qui sont mis en millipoints par kilogramme, les processus en millipoints par kilogramme, le taux de recyclage, etc. Et ils ont même un site internet disponible gratuitement où il y a un peu plus de données que sur la version papier. Donc l'évaluation environnementale, elle doit être suffisamment robuste au regard des enjeux et de la connaissance du produit. Ça ne sert à rien de faire une ACV à tous les coups. Parce que souvent, quand on dit éco-conception, on dit ACV, c'est faux. Qui dit éco-conception dit évaluation environnementale dans une perspective cycle de vie. L'ACV étant le dernier outil qu'on va engager du fait des prix et du temps de réalisation. Alors ça c'est l'évaluation environnementale, après c'est la recherche de pistes de solutions. Une fois qu'on sait quels sont les problèmes, on sait qu'on a une problématique d'usage et matières premières. Très clairement le fabricant du jean il va dire l'usage je peux que l'influencer, donc je vais essayer de faire quelque chose pour influencer mes utilisateurs, mais je vais principalement travailler sur matières premières et ma chaîne de valeur parce que c'est là où je peux beaucoup maîtriser un peu mieux. L'aide à la décision, on ne fait jamais le produit dont on est arrivé et à un moment donné il y a des problématiques de coût objectif, de qualité, etc. qui font que l'environnement peut-être il va passer devant, derrière, ça va dépendre un petit peu. Donc il faut bien voir qu'il est challengé par l'ensemble des critères de conception. Et ce qui est important, c'est de faire une évaluation comparative. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini tout ça, fait tous les choix, il faut être sûr que la nouvelle solution est meilleure que l'autre. Parce qu'on aura toujours des transferts d'une étape du cycle de vie, d'un impact à un autre. La question c'est, est-ce que la nouvelle solution, d'un point de vue global, elle est meilleure que l'ancienne? Et dernière chose, c'est mise sur le marché et communication. Voilà, c'est-à-dire aujourd'hui il y a des outils, je vous les présenterai rapidement, c'est super important. On a beaucoup d'entreprises qui nous viennent pour communiquer sur des allégations environnementales parce qu'ils imaginent avoir des intérêts, donc il faut pouvoir leur répondre. Je vous présenterai les différents types de modes de communication juste après. Oui, au niveau de l'ADEME, donc par exemple quand il y a une problématique de choix, je prends l'exemple textile. Un fabricant hésite entre deux matériaux, il a fait déjà une première préanalyse et puis entre 2-3 matériaux. Et du coup, il peut faire une analyse un peu plus détaillée, robuste, comme l'évoquait Samuel. Et donc, dans ce cas-là, il fait appel à un prestataire. Et donc, nous, l'ADEME, on peut aider sur la réalisation d'études pour les entreprises à hauteur d'un taux d'aide de l'ordre de 50 à 60%. Voilà, on aide ça. Et puis aussi dans ce domaine-là, on aide aussi des démarches qui vont dans le sens de labellisation, de recherche de labellisation européenne, par exemple, soit sur les domaines de l'hébergement ou également sur les domaines du nettoyage, par exemple, des entreprises de nettoyage, des choses comme ça. Et ces domaines de recherche de labellisation avec l'écolabel européen ont tendance à évoluer et il y a de plus en plus de demandes. Donc là, c'est des choses sur lesquelles aussi on peut apporter une participation. C'est qu'on est sur de la subvention, c'est important, là où on va avoir de l'avance remboursable. Ça permet de financer des processus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça peut cofinancer une partie de l'étude marketing sur la partie environnementale, c'est important, c'est-à-dire s'il y a un surcoût, voilà, ça peut initier, parce que des fois, on ne connaît pas l'attente client réelle sur l'environnement. Et puis l'assiette, elle peut aller jusqu'à 50 000 €, donc c'est important quand même pour le soutien. Oui, alors je ne l'ai pas dit, mais c'est de façon générale, nous, c'est au niveau des études. De toute façon, les aides de l'ADEME, quand je dis aide financière, ce sont que des subventions au niveau des études, que des subventions. Et puis effectivement, sur tout ce qui est études de base, diagnostic, etc., le seuil est de 50 000 €. Oui. Rapidement, un chef d'entreprise, quand j'allais les voir, il me disait ouais, t'es gentil ton truc, combien ça coûte, combien ça rapporte? Alors on essayait de bricoler, de dire bah oui, on a la FUMA qui a fait tel truc, machin, on avait quelques exemples, on n'avait pas d'éléments chiffrés, donc on a fait plusieurs études avec l'ADEME. Il y a 3 études sur les retours économiques qui ont été réalisées, 2 directement par le pôle, puis une copilotée ADEME et pôle. Mais il y a 2 chiffres, il faut aller être simple. Dans 96%, pas 95%, c'est 96%, ça augmente la performance globale de l'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire plus de marge, ça ne veut pas dire qu'ils vont faire plus de chiffre d'affaires, mais quand on les interroge, on dit ça nous a apporté. Ça nous a apporté parce que ça a accéléré, amélioré la collaboration interservice. Quand on va voir les commerciaux, ils nous disent nos clients nous ont écoutés. Ils ont écouté l'histoire qu'on voulait sur l'environnement. Par contre, je ne suis pas en mesure de vous dire si ça a favorisé l'achat, mais ça les a intéressés. Je les ai harponnés, etc. Et tous ces critères-là, ils sont tous décrits dans l'étude. Et c'est autant de critères qui peuvent toucher. L'autre point, c'est que dans 45%, ça augmente la rentabilité, c'est-à-dire la marge brute sur les produits.
Donc grosso modo, il y a quasiment, dans tous les cas, sauf cas très particuliers où ça a été un échec, c'est un échec du produit en tant que tel, pas forcément il y a l'éco-conception, il y a quasiment la moitié des projets d'éco-conception qui ont augmenté la marge. Donc quand on a discuté un peu avec les entreprises, qu'on allait plus loin dans les études, on a dit même, pourquoi il y a des cas qui sont plus rentables que d'autres. Et en fait, on s'est rendu compte que plus l'entreprise intégrait tôt l'environnement dans son processus de conception, plus elle travaillait sur différentes étapes du cycle de vie, et en fait, plus elle usait de l'environnement comme un levier d'innovation, je vais appeler ça de l'éco-innovation, mais d'innovation, plus elle allait augmenter sa marge, parce que plus elle va amener de la valeur ajoutée par l'environnement. Rapidement, ça c'est les 4 grands niveaux qui sont reconnus au niveau international par les Nations Unies. Il y a l'amélioration de produits, c'est-à-dire on fait le même produit, même cahier des charges, et on essaie d'améliorer la performance environnementale, on ne remet pas en cause ni les matériaux, ni la manière de faire. Il y a la reconception de produits, c'est le même cahier des charges fonctionnel, mais on va essayer de trouver de nouvelles solutions pour y répondre, pour diminuer l'impact. Troisième niveau, c'est l'innovation dans les fonctions, c'est-à-dire qu'on imagine, on intègre des fonctions, on revoit complètement le cahier des charges et la manière d'y répondre, c'est-à-dire qu'on peut imaginer des choses complètement nouvelles. Et le quatrième, qui a été traité ce matin rapidement, c'est plutôt tout ce qui est les innovations sur les modèles économiques, c'est comment j'adresse l'offre produit-service à mes clients. Et c'est plutôt la dématérialisation, l'économie de fonctionnalité. Au-delà même du produit, c'est comment la manière de découpler la consommation de matière de l'offre produit, c'est de passer sur des offres partagées. Alors, juste quelques chiffres, hein, je leur cite parce que ça a bien marché tout à l'heure. Si une voiture, vous comprenez bien qu'une voiture, vous l'utilisez peu, une voiture individuelle. Moi, j'ai la voiture de service et j'ai utilisé 4 heures hier pour venir. Ça fait 6 heures qu'elle est au parking et j'utiliserai 4 heures là. Et puis après, elle va rester tout le week-end. Voilà. Vous prenez un vélo, moi j'ai des chiffres de Decathlon. Ils ont fait une étude. Les vélos sont en moyenne utilisés 3 minutes par an et par habitant. Tout ça pour vous dire, ces innovations, c'est comment on découpe consommation et matière. Alors vite, j'arrive sur les types de com. Vous avez l'autodéclaration, c'est à votre simple responsabilité. Les écolabels, on en a parlé, c'est un niveau de référence par rapport à une performance. C'est certifié par tierce partie officielle. Éco-profil, transcription d'un résultat d'un CV, c'est plutôt B2B, d'expert à expert. Et l'affichage environnemental qui est en expérimentation. Il y a une délégation de service public qui est mise en place par l'ADEME depuis cet été à peu près. Donc c'est donner une note environnementale au produit. Et puis ce qui intéresse le plus les entreprises, c'est ça, c'est que sur l'ensemble des critères qu'on a vus, qui ont été notés, on fait une représentation. Donc en rouge, vous pouvez choisir la moyenne nationale, la moyenne européenne ou la moyenne par secteur. Alors, là j'ai pris la moyenne nationale française, hors secteur d'activité. Et on voit que l'entreprise, dans la réponse que j'ai faite, elle communique beaucoup. Par contre, elle n'a pas mis de ressources en face, elle n'a pas de processus de décision, elle n'a pas d'équipe pluridisciplinaire. Donc grosso modo, rapidement, j'ai tendance à dire, soit elle fait du négoce, et donc elle achète des solutions qui est environnementales qu'elle revend, soit elle met sur le marché des produits qu'elle dit éco-conçus, mais pour autant, elle n'a aucun processus qui montre qu'il y a eu un effort qui a été fait. Donc il y a un risque de greenwashing, et donc il faut consolider la partie, on va dire, interne, connaissances, compétences, etc.